Bonjour, bonjour, ravi de vous accueillir sur Kaina TV pour le second numéro de Ici on en parle. Ici on en parle, c'est votre magazine consacré aux différents handicaps ainsi qu'aux maladies invalidantes. Lors de la toute première, en septembre dernier, nous nous sommes rendus à une fédération, la FAFLR, Fédération des aveugles de France en Languedoc-Roussillon. À l'issue de celle-ci, je vous ai annoncé que le second numéro se ferait à l'UNAFAM 34, l'Union nationale des amis et des familles des personnes malades ou en situation de handicap psychique. Après 3 mois de préparation et de multiples contacts avec les membres du bureau de l'UNAFAM 34 pour préparer le plateau, à une semaine de l'enregistrement, nous recevons un mail très bref déclinant leur participation à cette émission sans donner la moindre explication malgré les relances de notre attaché de communication. Toute l'équipe de Ici on en parle se joint à moi pour souhaiter une bonne continuation à l'UNAFAM 34. À Kaina TV, on ne se laisse pas démoraliser pour autant et nous continuons de travailler pour vous présenter les différentes structures qui œuvrent chaque jour auprès des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Pour ce numéro du mois d'octobre, nous vous proposons de faire connaissance avec une association qui gère pas moins de 23 associations et services à Montpellier, Grabel, Lunel, Saint-Martin-de-Londres, Villeneuve-les-Maguelones ainsi qu'à Castelnau-le-Lez. Cette association n'est autre que l'APEI du Grand Montpellier. Tout de suite, je m'en vais rejoindre Alain Combe, président de l'APEI du Grand Montpellier, qui a eu la gentillesse de nous recevoir ici au sein de son siège. Bienvenue, ici, on en parle. Alain Combe, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau ici, au siège de l'APEI du Grand Montpellier. Alors, vous gérez pas moins de 23 établissements et services qui accueillent à quelques chiffres près, parce que cela varie en fonction des situations et des périodes au cours de l'année. De sortant. Exact. Alors, vous accueillez à peu près 1012 personnes, vous accompagnez 510 familles. L'APEI du Grand Montpellier, c'est aussi plus de 500 professionnels qui travaillent chaque jour. Exact. Alors, concrètement, quels sont les objectifs et les volontés de l'APEI du Grand Montpellier? Vaste programme. Une question qui va être difficile à condenser dans ma réponse. Bon, d'abord, moi aussi, je vous dis bonjour et merci d'être venu. Merci surtout de votre intérêt pour notre cause, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la cause du handicap en général et du handicap mental en particulier, c'est pas, comme on dit, je crois, véritablement bankable, c'est le mot qu'on utilise. Donc merci de votre visite et de votre intérêt. Alors, quels sont nos objectifs? Si on doit vraiment résumer, je dirais que l'essentiel pour nous, c'est de redonner de l'espoir à ces familles qui viennent d'avoir le grand choc de leur vie en apprenant que venait d'arriver dans la cellule familiale un enfant frappé d'un handicap mental. D'autant que le handicap mental, on ne sait jamais véritablement de ce que ça peut être. Alors nous, dans notre association, nous sommes très ciblés sur précisément le champ du handicap mental, sachant que le handicap mental, pour nous, va se définir comme étant avec principalement une déficience intellectuelle. Ce qui peut s'accompagner de troubles associés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir
des handicaps psychiques, des handicaps sensoriels, des handicaps moteurs, des handicaps physiques, mais la dominante restera la déficience intellectuelle. Et là, notre APUI, comme les 550 autres associations parentales du mouvement UNAPI, sont véritablement ciblées dans le champ du handicap mental. Alors, nos objectifs, je vous dis, c'est de redonner de l'espoir à toutes ces familles et de leur dire que si elles nous écoutent, si elles ne restent pas isolées, si on se réunit, à la fois on peut être militant d'une cause qui peut être une belle cause, on peut faire évoluer les choses et on peut surtout leur prouver, parce qu'on a une légitimité puisque nous sommes parents nous-mêmes, on peut leur prouver qu'il est possible, avec des bons professionnels recrutés, avec une expérience, une qualification, on peut arriver à écrire une belle page de vie pour leur enfant. Il y a des projets de vie qui sont possibles. C'est donc pas le désastre total. Alors justement, concernant ces projets de vie, parmi les établissements que vous gérez, certains sont dédiés à l'accueil des enfants et adolescents. Alors, quel type de programmes sont dispensés ? Alors, puisqu'on parle des enfants, l'objectif, c'est d'essayer de dresser avec les familles un projet véritablement individualisé qui va, en fonction du niveau d'autonomie et de la gravité du handicap, aller aussi bien simplement, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais avec, là encore, des techniques très particulières, la découverte de leur corps, des préapprentissages ou un accompagnement dans les besoins élémentaires de la vie, si vous voulez. C'est parfois très très compliqué et très très long. Faire sa toilette, s'habiller, manger, dans certains cas, c'est vraiment... Et cela varie individuellement. Très, très compliqué. Et on peut aussi, ça nous arrive, et fort heureusement, les accompagner, pour certains d'entre eux, dans des apprentissages scolaires. Nous avons la possibilité, dans nos 3 IME, Instituts médico-éducatifs, nous avons passé des accords avec l'Éducation nationale et nous avons donc des contrats avec des enseignants de l'Éducation nationale qui sont spécialisés et qui permettent de faire les pré-apprentissages scolaires, lire, écrire, compter. Donc voilà, en fonction du niveau, véritablement, on peut avoir des projets individualisés. Et tout ceci se fait au sein de classes ou d'ateliers en fonction de leur âge. La plupart sont en internat ? Alors, là, vous me parlez du secteur enfant. Du secteur enfant et adolescent. Secteur enfant et adolescent, c'est très compliqué, aussi bien pour les enfants et adolescents que pour les familles. Ça peut être vécu comme un abandon pour les familles. C'est très douloureux. C'est vrai pour tout enfant ou tout adolescent. Alors que c'est encore pire. Ces structures sont là pour leur apporter justement une autonomie. Alors attendez, oui, mais faut-il encore qu'ils soient réceptifs ? Donc là encore, véritablement, c'est personnalisé et la notion d'internat vient pour certains à un certain moment, pour d'autres plus tard, parce que précisément ce sont des enfants. Et donc ça se travaille, ça demande plus ou moins de temps, aussi bien pour familiariser le jeune que sa famille aux apprentissages de la vie collective. Parce que rester chez soi, lorsque c'est lorsqu'il y a d'autres opportunités, ce qui n'est pas le cas malheureusement, il y a trop d'enfants qui sont en attente de place. Mais lorsqu'il y a une opportunité, c'est vrai qu'il faut trouver un bon équilibre entre l'accueil en famille et l'accueil dans une collectivité où là l'enfant peut faire des progrès considérables. Alors, on va parler des adolescents. Pour les préparer à une réelle autonomie, cela passe essentiellement par l'insertion professionnelle, n'est-ce pas ? Alors, excusez-moi, mais là, je n'ai pas envie de vous contredire. L'insertion professionnelle peut être un des outils, mais pas une finalité en tant que telle, d'abord. Et il y a d'autres moyens. Notre objectif, nous, c'est d'abord, évidemment, d'ouvrir le regard de la société, de changer un peu le regard de la société sur nos enfants, adolescents et adultes, et donc de les intégrer dans un parcours le plus normal possible. Dans le parcours normal, il y a, par exemple, l'insertion professionnelle. Bon, mais ça n'est pas que ça. Nous avons
au-delà de nos ESAT, anciens CAT, ou une entreprise adaptée que nous gérons également les temps de l'or. Nous avons aussi des activités de jour dans ce qu'on appelle des ateliers thérapeutiques occupationnels, des ATO si vous voulez, où on ne fait pas que de l'occupationnel. Je peux vous dire que le terme est très mal choisi, mais ce sont Oui, ce n'est pas un centre de loisirs. Ça va bien au-delà. Bien au-delà, oui. Ça va bien au-delà. Il y a des occupations qui sont vraiment très, très valorisantes pour les adolescents ou les adultes que nous accueillons. Donc, l'insertion dans le tissu social ne passe pas exclusivement par un métier. Alors, justement, pour ceux qui sont donc, les adultes ou les jeunes adultes, parmi les établissements que vous gérez, il y a 3 ESAT, 3 établissements et services d'aide par le travail. C'est ça. Ils font partie donc de ce dispositif. Alors, quelles sont les missions exactes des ESAT? Alors, vous l'avez dit, nous avons 3 ESAT. Nous en avons 2 sur Montpellier, un à Castelnau, un à Montpellier, par médecine. Nous en avons un sur Saint-Martin-de-Londres. Nous sommes porteurs, nous, d'une lecture, allez, on va dire un petit peu personnelle des textes, parce que si on n'a pas les valeurs que nous avons et que nous défendons haut et fort, effectivement, on peut attendre d'un ESAT qu'il soit un sas de transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Donc l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte que le plus vite possible, et tous, si possible, nos travailleurs handicapés en ESAT, puissent ensuite trouver une place dans le milieu ordinaire du travail. C'est oublier un petit peu vite que nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le champ du handicap mental. Et donc dans le champ du handicap mental, c'est encore plus compliqué. Surtout si en plus il y a des troubles associés, tels que des troubles psychiques, si vous voulez. C'est très compliqué et force est de constater que nous avons un taux d'insertion dans le milieu ordinaire du travail qui est très inférieur à 2%. Donc il faut quand même rester, comme on dit, raison gardée. Il faut être calme sur le sujet. Notre objectif donc, ça n'en est pas véritablement pour nous l'insertion dans le milieu professionnel. Bien entendu, quand c'est possible, on va tout faire pour ça. Mais notre objectif, c'est surtout d'utiliser la notion de travail, non pas comme une finalité en tant que telle, mais comme étant un outil de rééducation et d'épanouissement de la personne. D'où la complexité, si vous voulez, pour nous et surtout pour nos directeurs d'ESAT, parce qu'à la fois, on leur demande de garder un équilibre du budget entreprise, puisqu'il y a 2 budgets dans un ESAT, le budget d'aide sociale, si vous voulez, et puis le budget d'entreprise. Le budget d'entreprise, ils ont mission de l'équilibrer avec une population qui a une capacité réelle à travailler, qui est souvent très très loin, même de la barre des 30% prévus par le législateur. Donc c'est compliqué, mais c'est un challenge que nos directeurs d'ESAT, en tout cas chez nous, ont accepté de relayer parce qu'ils portent les mêmes valeurs que nous. Alors, justement, on va rester sur les ESAT. Tout à l'heure, j'ai cité des chiffres, mais comme vous m'avez dit, cela varie en fonction des périodes et des situations. À peu près, approximativement, combien d'adultes ou de jeunes adultes vous suivez actuellement dans les ESAT? Alors écoutez, ce serait présomptueux de ma part à l'instant T de vous dire combien nous avons au moment où nous parlons, d'autant que c'est de la responsabilité totale des directeurs d'ESAT, c'est que de ma place à moi, j'ai un rôle politique, si vous voulez, pour insuffler des orientations. Je ne dois pas, j'ai pas qualité pour intervenir dans cet aspect-là de la gestion des établissements qui relève de la compétence exclusive des directeurs. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que si ce nombre évolue, parce qu'on colle toujours obsessionnellement, j'ai envie de dire, au respect du projet de chacun. Donc le projet de chacun fait qu'à un moment donné, il y en a un qui va rentrer, il y en a un qui va sortir. Bon. Donc je préférerais, en termes de chiffres, vous parler des agréments, de ce qui nous a été autorisé dans nos ESAT. Donc nous avons, pour ce qui concerne l'ESAT de Saint-Martin-de-Londres, nous avons un agrément à hauteur de 65 travailleurs handicapés. Celui de la Croix-Verte, Parcours Médecine, ici,
Nous avons un agrément de 79 travailleurs handicapés et celui de Castelnau, les Athlètes-Vol, nous avons un agrément de 130 personnes handicapées. Voilà, si vous voulez, mais c'est merveilleux, c'est une expérience extraordinaire. Quand on voit ce que nos professionnels arrivent à obtenir de tous ces travailleurs handicapés, quand on voit la fierté de ces travailleurs handicapés, quand ils arrivent à réaliser qu'ils ont bien fait le travail qu'on leur a demandé, c'est des aventures merveilleuses sur le plan humain. Alors justement, là on va passer aux entreprises. Alors est-ce que les entreprises avec qui vous collaborez, est-ce qu'elles recrutent parmi les personnes en ESAT et est-ce qu'elles s'impliquent réellement? Parce que vous avez des partenaires quand même avec l'entreprise avec son partenaire. Oui, nous pouvons effectivement considérer que les entreprises avec lesquelles nous travaillons régulièrement sont des entreprises qui ont découvert ce que pouvait représenter la plus-value, pas simplement pour le travailleur handicapé, mais aussi pour l'entreprise elle-même, pour le climat dans les ateliers, la plus-value d'accepter un travailleur handicapé en détachement, hein, mais avec une préparation, avec un accompagnement. Parfois, on leur demande tout simplement de nous sous-traiter un certain nombre d'activités. Et là, ils se rendent très vite compte que les problèmes en interne restent internes et qu'en réalité, nous respectons parfaitement les cahiers des charges en termes de qualité de la prestation ou du produit et en termes de respect des délais. Donc on arrive à les convaincre. Alors je sais que vous menez de front un combat dont on parle peu ou pas d'ailleurs. Il s'agit des personnes en situation de vieillissantes. Exact, ouais, qui atteignent l'âge de la retraite. Oui. Vous en êtes où à ce niveau? Très heureux. Ah. Très heureux. Donc ça avance. Oui, vraiment ça avance. On vient de très très loin parce qu'on était un des rares départements dans l'Hérault à avoir pris beaucoup de retard sur le sujet. Et pendant des années et des années, nous avons milité pour faire accepter l'idée que la réponse EHPAD ne pouvait pas être la réponse unique pour tout le monde arrivé à 60 ans. Vous savez, vous l'avez entendu peut-être dire, mais c'est vrai qu'à 60 ans, au 12e coup de minuit, le statut de la personne handicapée disparaît et la personne devient relevant du dispositif des personnes âgées. Bon, donc réponse unique, c'était l'EHPAD. Donc il a fallu des années pour faire comprendre que nous qui portons le respect du projet de chacun, un projet de vie qui ne peut pas être le même que celui du voisin, eh bien ça y est, nous sommes entendus, c'est-à-dire que déjà depuis 2 ans, il y a un gros travail qui est fait avec les services du département. Conjointement également avec l'ARS. Il vient d'y avoir au mois d'août dernier un appel à projet dans le cadre de la nouvelle réglementation sur ce sujet précisément. Nous avons déposé un projet, notre propre projet là-dessus, mais ça y est, en fait, la situation a beaucoup évolué et nous avons maintenant aujourd'hui la possibilité de nous faire entendre sur un panel beaucoup plus large de réponses qui ne soient pas réservées uniquement à l'EHPAD. Ça veut dire le maintien dans des unités dédiées dans un EHPAD, d'une unité spécifique pour les personnes handicapées. Ça pourra être dans nos propres foyers, maintenir dans des unités développer peut-être de nouveaux services. Voilà, pour les personnes, nous sommes dans le partenariat. Concrètement, un nouvel établissement, est-ce qu'il verrait le jour? Alors là, dans le département de l'Hérault, ça n'est pas l'actualité. Un établissement spécialisé pour uniquement les personnes handicapées vieillissantes, il y a un grand débat, il y a une grande polémique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on peut avoir une idée, mais en tout cas, ça n'est pas programmé. Si déjà, nous arrivons effectivement à retarder de 5 ans de plus, ce qui est acté par l'Assemblée départementale, nous avons 5 ans de plus déjà pour pouvoir trouver d'autres réponses que la seule réponse EHPAD quand on a la certitude que c'est suicidaire, si vous voulez. Bon. Donc nous avons la possibilité de monter des projets, les pouvoirs publics nous accompagnent, qui donnent d'autres types de prise en charge que le seul EHPAD. On a déjà quand même pas mal avancé. La question d'une maison de retraite spécialisée pour les personnes handicapées, il y a du pour, il y a du contre, on verra plus tard. Ça viendra peut-être un jour. Ça viendra peut-être un jour. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas, on en reparlera. Si des entreprises ou des familles veulent entrer en contact avec l'APEI du Grand Montpellier, comment font-ils? Ils sont les bienvenus, d'abord.
ils vont découvrir ce que c'est que vraiment dérouler un tapis rouge. Et donc, pour entrer, le site internet APUI des Grands Montpellier. Et là, ils vont tout comprendre. Il n'est pas, bon, c'est pas un grand succès technique. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est pas les spécialistes, mais bon, on accepte la critique. Mais déjà, cette entrée par le site, vous verrez, vous donne beaucoup de réponses, qu'il s'agisse du siège de l'association ou de l'ensemble des établissements que nous gérons. Et puis concernant le tapis rouge, on en a fait l'expérience. Merci Alain Combe pour votre accueil si chaleureux. Merci. Un grand merci également à Nadège Gallardo, secrétaire de l'association, qui a facilité notre travail. Et Pierre Garraud, notre directeur général. Exact. Et son équipe. Et son équipe. Qui, voilà, ils nous ont facilité le travail en participant à la mise en place de ce plateau. Prochain numéro de Ici, on en parle, ça sera en fin novembre. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, n'oubliez pas que dans chaque société, on rencontre des personnes en situation de handicap, mais ce ne sont pas toujours celles que l'on pense. Bye bye. Bravo.